bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce live proposé par La Montagne Alpinisme, le magazine de la Fédération française d'éco alpine montagne. On a choisi en fait à l'occasion d'un dossier consacré à la montagne en littérature de vous proposer des discussions avec des auteurs, des éditeurs, mais aussi des lecteurs, comme c'est le cas ce soir. J'ai le plaisir donc de recevoir deux lecteurs, deux passionnés de montagne qui sont non seulement épris de littérature de montagne, mais aussi qui sont pratiquants, et on en parlera longuement ce soir. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir Gaël Legras. Gaël, bonsoir. Bonsoir Fabrice. Vous êtes amateur de montagne, pratiquant, et vous êtes aussi journaliste sur Arte. On vous voit régulièrement dans l'émission 28 minutes, l'excellente émission 28 minutes. Donc voilà, merci d'être avec nous ce soir. Également avec nous ce soir, donc Virginie Troussier. Bonsoir Virginie. Bonsoir Fabrice. Vous êtes journaliste vous aussi, notamment en Montagne Magazine. Vous êtes écrivaine, vous avez publié plusieurs romans, des récits, et puis tout récemment, et on en parlera aussi tout à l'heure, un très très beau livre dont je ne vais rien dévoiler pour l'instant. Mais avant de partir sur l'écriture, on va rester sur la lecture. Et Virginie, j'aimerais un petit peu savoir, et on va retracer votre parcours de lecteur à l'un et à l'autre. Est-ce que vous pouvez me dire, Virginie, nous dire comment c'est engagé votre parcours de lectrice et par quel livre vous avez commencé à lire des livres sur ou autour de la montagne? Alors, j'ai toujours aimé lire, toujours depuis toute petite. Et puis, j'ai eu la chance de vivre dans les montagnes, d'avoir un grand-père alpiniste féru de montagne. La montagne, c'était toute sa vie. Et il m'a légué une grande bibliothèque de montagne. Mon père aussi m'a conseillé certains livres. Donc, forcément, aimant lire, aimant la montagne, la fusion s'est faite rapidement. J'ai commencé par un grand classique de la littérature alpine qui est Frise-en-Roche, premier de cordée, forcément. Après, j'ai lu d'autres classiques comme Terré, Les concurrents de l'inutile, etc. Et bon, beaucoup de livres des éditions Guérin, je dois avouer. Mon grand-père avait énormément de livres de chez Guérin. Et puis aujourd'hui, je lis vraiment la montagne sous plusieurs volets, c'est-à-dire que j'aime autant la dimension sportive où quand les alpinistes de haut niveau vont faire des voies magnifiques et très peu accessibles. J'aime ce volet sportif parce que pour moi, c'est très artistique. Enfin, ça relève vraiment de l'art. Et j'aime aussi les livres de montagne où il est plus question de tradition, de rituel, de vie de montagne, avec une âme très profonde, où les ruisseaux coulent dans les veines, qu'on peut lire à travers Mario Rigoni-Stern ou plus récemment Paolo Cognetti. Ça, j'aime beaucoup. Donc voilà, la montagne m'accompagne. M'accompagne vraiment à travers les livres et sous toutes ses formes. D'accord. Et vous parlez comme de premier cordée. Qu'est-ce que le premier livre a toujours son importance dans un parcours de lecteur. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Vous vous souvenez un petit peu de ce que vous avez éprouvé dans ce texte qui est quand même assez emblématique, avec effectivement la figure du guide et tout l'univers qu'on connaît chez Frise-en-Roche? Oui, je m'en souviens très bien. Il y avait quelque chose finalement de sublime, c'est-à-dire ce que je peux retrouver encore aujourd'hui. Le sublime, c'est quand il y a quelque chose qui nous dépasse. C'était la beauté des lieux, la montagne majestueuse, très très belle, et à la fois qui nous faisait peur, avec ses dangers, son risque. Et c'est ça, et c'est encore aussi ce qui m'attire, c'est qu'elle est très belle, qu'on a envie d'y aller, et en même temps, il y a quelque chose qui peut nous terroriser par moments. Donc, ce sont ces sentiments que j'ai gardés de ma lecture de Frise-en-Roche, vraiment. Donc, c'est des sentiments qui vous ont accompagné, qui sont durables. Et qui sont durables à travers certains récits, que je peux lire encore aujourd'hui. Ouais. D'accord. Et alors, vous, Gaël, on va un petit peu aussi revenir à vos sources de lecteurs. Comment vous êtes venu à vous intéresser à la littérature? Alors, on verra d'ailleurs tout à l'heure, peut-être je vous poserai la question de ce que c'est que la littérature de montagne, c'est peut-être une vaste question, mais quel est le premier livre que vous ayez lu et comment vous avez été amené à vous intéresser, à vous passionner pour des livres de montagne? Je m'y suis intéressé un peu tardivement, à vrai dire. Comme Virginie, j'ai toujours aimé beaucoup lire, j'ai toujours aimé la montagne aussi, mais dans un premier temps, je dissociais les deux activités, les deux domaines.
Il y avait la littérature qui était importante pour moi et la montagne qui était importante pour moi, mais j'associais pas les deux. J'allais pas chercher nécessairement des livres de montagne. Et puis ça a changé par l'intermédiaire de 2 livres qui chacun ont eu une grande importance. Je me suis mis à l'alpinisme vers l'âge de 30 ans, c'est-à-dire il y a une vingtaine d'années, et je suis parti un peu de temps après avoir découvert l'alpinisme en expédition en Équateur. Et là, il y a un compagnon de cordée qui, lui, avait une grande culture de la littérature alpine, et je lui ai dit, mais tiens, mais c'est vrai, je ne m'y suis jamais intéressé, qu'est-ce que tu me conseillerais pour commencer? Et donc, il m'a proposé, il m'a indiqué le livre La mort suspendue de Joe Simpson, que je me suis empressé d'acheter quand on est revenu vivant de nos sommets en Équateur. Bon, voilà, j'ai été saisi par l'intensité du récit, par le drame, par ce récit de survie qui est absolument incroyable et qui est resté ancré en ma mémoire pendant très très longtemps. J'imagine que vous connaissez Joe Simpson, ce livre-là, je vais pas le résumer. Mais bon, grosso modo, c'est ça, quoi. C'est un accident et 4-5 jours, si je me souviens bien, d'une galère incommensurable à l'issue de laquelle l'un des deux, donc l'auteur, Joe Simpson, survit. Et puis, parallèlement à ça, après ce récit haletant, un ami spinalien, un habitant d'Épinal, là où je suis né, m'a conseillé un autre livre qui est pas forcément considéré comme un livre de montagne, mais que j'associe à la littérature de montagne. Il s'agit du Moinologue de René Daumal. Et là, c'est tout à fait autre chose. J'y ai trouvé autre chose qui m'intéressait peut-être d'ailleurs plus profondément, parce qu'il s'agit d'une quête spirituelle. Alors, on met ce qu'on veut derrière spirituel. Hein. Ça peut être une quête spirituelle vers Dieu pour ceux qui veulent l'entendre comme ça. Ça peut être une quête spirituelle personnelle, sachant que, puisque l'auteur rencontre un certain Pierre Sogol qui est à la recherche d'une montagne qui serait la voie unissant la terre au ciel. Voilà. Et donc, c'est un roman inachevé, comme il se doit, évidemment. Et ces 2 livres ont joué un rôle considérable dans ce qui est devenu mon amour pour la littérature de montagne. D'accord. Et ça veut dire que, d'une certaine façon, peut-être que je peux poser la question à tous les deux, mais vous avez l'un et l'autre d'abord passion de littérature et puis donc épris de montagne. Les textes qui se passent en montagne ont à leur façon une manière de parachever, d'exacerber des questionnements que vous vous posez de toute façon, que vous cherchez en littérature, et que peut-être les circonstances de la montagne expriment de manière plus forte, plus intense. Virginie? J'ai vu le petit mouvement de tête de Gaëlle. Oui, alors en tout cas, je pense que la montagne est intrinsèquement éminemment romanesque, puisqu'il se passe des choses toujours en montagne. On va vivre des aventures. Donc, déjà, c'est déjà à la base palpitant. Après, j'aime la littérature de montagne et pas tous les livres de montagne. Je pense qu'il y a une différence parce que pour moi, ce qui fait, ce que j'aime, c'est la littérature montagne dans le sens où c'est le style qui tient un livre, c'est la manière dont les histoires vont être racontées. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse vraiment. Ce que j'aime dans les livres, en général, c'est ce que je ne vois pas dans la vie réelle, dans mes rapports sociaux habituels. C'est ce qui se trame entre les hommes, entre les êtres, un paysage. C'est ces forces invisibles et qu'on va pouvoir explorer littérairement par la force des mots. C'est les mots qui vont déployer quelque chose. Et bien sûr qu'en montagne, je suis souvent subjuguée par la beauté des montagnes, par aussi l'effort physique très intense qu'on doit souvent déployer. Eh bien, quand on me raconte ça, quand on est en montagne, en fait, on grimpe, on avance, mais il est difficile à ce moment-là de mettre des mots et quelque chose. Et en fait, quand on vient travailler cette matière-là,
ou peut-être au retour, en tout cas, ou quand on la lit au retour, eh bien oui, il y a quelque chose, cette intensité qu'on va ressentir, je trouve qu'elle va être encore plus puissante dans les livres, et elle va dire effectivement quelque chose de l'homme, puisque l'homme en montagne, il est déjà, je pense que ça vient, il est nu face à la montagne. On ne joue pas, on ne triche pas, c'est l'homme vraiment nu totalement. Et forcément, quand on écrit l'homme nu face à la montagne, on vient trouver quelque chose de très intéressant philosophiquement, intimement, je dirais. D'accord. Donc, il y a un petit peu une quintessence de la littérature. L'idée de l'homme nu, c'était une expression de Simenon. Il disait qu'il cherchait dans ses romans l'homme nu, alors en les mettant dans des circonstances sociales, mais finalement, donc, la montagne permettrait aussi, à sa manière, d'aller à l'os, comme ça. Enfin, c'est un petit peu ce que… Je pense, oui. Oui. Oui, totalement. Et Gaëlle, c'est quelque chose qui vous parle aussi, cette idée d'une espèce de noyau dur, comme ça, que l'expression littéraire, encore une fois, je pense que Virginie en parlait très bien, de ce souci de la langue, permet d'atteindre, sinon d'approcher. Oui, je partage tout à fait ça, je partage tout à fait ce que vient de dire Virginie. Je vais prolonger un tout petit peu, si vous voulez bien. Encore une fois, c'est une réflexion assez personnelle, mais puisque je pratique l'alpinisme en amateur depuis une vingtaine d'années, je vais chercher aussi dans les livres qui évoquent cette pratique, que ce soit dans le récit ou dans la fiction, ce qui anime les amoureux de la montagne et de l'alpinisme. Je me souviens, je l'ai noté, oui, il y a une définition de l'alpinisme de Sylvain Tesson dans son recueil de nouvelles qui s'appelle S'abandonner à vivre. Je l'ai noté pour pas pour l'énoncer clairement. Et il dit l'alpinisme est une manière de régler le problème de l'absurdité de la vie en lui opposant un comportement d'une absurdité supérieure. Donc, je trouve que c'est une bonne définition de la pratique. Et elle pose question pour moi. Je me dis, c'est vrai, qu'est-ce qu'on cherche quand on va se mettre dans des conditions périlleuses, inconfortables, quand il faut se lever à 1h du matin pour manger un thé tiède, des biscottes rances et un peu de compote avant d'affronter une paroi par moins 15 degrés, arriver au sommet, puis se dépêcher loin descendre parce qu'on a un guide un peu nerveux qui tient absolument à ce qu'on arrive dans la vallée suffisamment tôt. Je me dis, mais qu'est-ce qui nous pousse à faire ça? Évidemment que c'est pas que ça, l'alpinisme. C'est aussi beaucoup de joie, beaucoup d'émotions positives. Mais cette question-là de ce qui motive notre volonté d'aller se confronter à ce milieu-là, j'essaye de la trouver aussi dans les réflexions des autres, n'étant pas moi-même capable d'ailleurs forcément de répondre à toutes ces questions. Je m'en sens d'ailleurs même souvent incapable. Mais si je ne trouve pas toujours les questions dans les livres qui évoquent la montagne ou l'alpinisme, en tout cas, ça enrichit le questionnement. Voilà. D'accord. Et comment dire, donc vous êtes tous les deux pratiquants, enfin là vous en parlez Gaëlle, est-ce que depuis que vous lisez des livres de montagne, est-ce que votre pratique a changé? Et inversement, je veux dire par là, est-ce que ce que vous trouvez dans les livres a une résonance quand vous êtes en montagne, et inversement, est-ce qu'il y a des va-et-vient, des correspondances, des interactions entre ce que vous lisez de la montagne et ce que vous faites en montagne l'un et l'autre? Virginie? Oui, c'est irrigué constamment, et là je réalise, parce que je suis née au cœur des montagnes, mais j'ai l'impression que je l'ai bien regardé, la montagne, à travers les livres. Même si j'étais sur des skis à l'âge de 2 ans, si je fais beaucoup de montagne, finalement, c'est vraiment à travers les livres que j'ai appris à l'observer, à la regarder, peut-être à essayer de la connaître, à tenter de la comprendre. Et c'est incroyable, en fait, la force des livres, alors que j'étais vraiment entourée de montagnes. Et encore aujourd'hui, j'ai quitté les Alpes, je vis… Là, je suis à Paris, et j'ai l'impression que de loin, avec du recul, et c'est Ramus qui disait ça, Ferdinand Ramus, il disait qu'il, lui, était originaire des Alpes suisses et qui a vécu à Paris. Il disait, c'est en m'éloignant que je la regarde d'une autre manière et que je la comprends. Et c'est vrai que je pense souvent à lui. Et tout ça pour dire que j'ai l'impression que les livres sont toujours un tremplin. Les livres
sont des chemins. Et aujourd'hui, j'aime beaucoup me rendre dans des lieux, sur des sommets que j'ai pu lire, qui sont, comment dire, qui s'épaississent d'une doublure romanesque, et parce que il y a une autre dimension tout de suite. Là, j'ai été skier dans le Piémont, et c'est vrai que j'ai lu beaucoup de littérature italienne, de montagnards italiens qui vivaient dans le Piémont, avant de m'y rendre, et ça change tout. Ça change absolument tout. Il y a des échos, des pensées, effectivement, quand on monte en ski de randonnée. Forcément, on pense, et je sais pas, ça accroît notre sentiment d'existence, je dirais. D'accord, non, mais c'est une belle expression. Gaëlle, est-ce que vous ressentez un petit peu ce qu'exprime Virginie, cet apport, comme, je sais pas, cette couche d'existence dont parle Virginie, qui se rajouterait au sommet, qui les rehausse même? Est-ce que vous avez un petit peu ce sentiment-là aussi par rapport aux connexions entre ce que vous lisez de la montagne et lorsque vous êtes en montagne? Oui, alors en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça m'a permis d'avoir peut-être un rapport moins candide à la montagne. Maintenant, j'ai peut-être plus conscience, grâce à la littérature, de ce que je vais y trouver, de ce que je vais y chercher. Je me répète pour reprendre ce que je disais tout à l'heure. Et puis, alors, je me suis rendu compte aussi, grâce à ce que j'ai lu, que la montagne était le lieu de l'intensité par excellence. Quand on y va, l'intensité des émotions, l'intensité des sensations est énorme. Et pour réussir à la faire subsister, à la partager, puisque on est notre propre témoin, au maximum on est 3, 4, 5, ça passe par l'écrit. Et ça passe par l'écrit des autres, là en l'occurrence, quand on se replonge dans les fictions ou dans les récits de montagne, on va retrouver ces émotions qu'on a ressenties, on va revivre ces sensations qu'on a vécues. Juste avant de prendre l'antenne avec vous, j'étais... Pardon si je vous dépasse, parce que j'imagine que vous vouliez parler du livre de Virginie, mais j'ai ouvert le livre à une page vraiment au hasard, parce que je note, en fait, sur tous les romans que je lis, je note dès qu'une phrase me frappe, je la note, j'écris la page et je la note sur des carnets. Et donc, dans page 39, Virginie écrit au milieu de l'été, un invincible hiver, la beauté est toujours neuve, elle ne se répète jamais. C'est pourquoi il est impossible de la définir et de la contenir. On ne peut que s'incliner face à elle. La beauté, il faudrait pouvoir se la greffer dans le corps, s'en emplir. Et je pense que la littérature, c'est ça. C'est greffer la beauté dans le corps et s'en emplir. Voilà. Mais c'est une belle formule. J'allais un petit peu, on a plein de choses dont on peut parler ce soir. On a malheureusement un temps qui sera comme limité, mais donc effectivement, donc Virginie, vous avez publié il n'y a pas longtemps donc ce livre chez Guérin, qui est consacré entre guillemets la tragédie du Freinet, avec les personnages de Bonatti et de Pierre Mazot. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous dire ce qui vous a intéressé dans ce sujet, et de quelle manière vous avez souhaité l'aborder? Et encore une fois, c'est une manière très très personnelle. Et, au final, qu'est-ce qui vous a un petit peu intéressé dans cette histoire, et qu'est-ce que vous avez souhaité en transcrire pour vos lecteurs? Oui, ce n'était pas simple, puisque cette histoire est très connue de tous, et elle a été racontée par les deux protagonistes de l'aventure, donc qui sont Pierre Mazot et Walter Bonatti. Donc effectivement, il fallait que je trouve une manière de raconter cette histoire. Et alors j'avais deux angles. J'ai voulu la raconter intimement, c'est-à-dire me relier intimement à ces hommes. Vraiment, j'ai vécu avec eux pendant 1 an et demi, 2 ans. Je les ai beaucoup lus. J'ai rencontré Pierre Mazot. Ces phrases m'ont habité, et on parlait juste avant de ce qu'on garde d'un livre. Eh bien, la fougue et l'ardeur de ces alpinistes, cette amitié. C'est vrai qu'aujourd'hui, elle est en moi. Je l'ai gardée quand je vais en montagne. J'ai envie d'y aller avec des amis aussi. Et je sais que nos liens vont se transformer et vont s'enrichir.
Donc, je voulais vraiment raconter cette histoire d'une manière très intime et très humaine. C'est avant tout l'histoire des hommes, au plus près plus près de leurs âmes, de ce qu'ils ont pu ressentir, et aussi d'une manière, je l'espère, très physique et sensorielle. C'est-à-dire que j'ai voulu aussi travailler la matière. Donc, l'histoire, c'est qu'ils sont pris dans une tempête à plus de 4000 mètres d'altitude. Et donc, j'ai vraiment voulu écrire avec la neige, avec la foudre, avec le vent qui les fouette, avec les éclairs, pour que aussi le lecteur puisse se retrouver contre la paroi. Puisque c'est le pilier du Freinet, il est accessible pour la plupart d'entre nous, et j'avais envie qu'on accompagne ces hommes du début, du premier jour jusqu'à la fin, qu'on ne les lâche pas, qu'on soit avec eux, contre la roche. Vraiment, c'est ça. Donc, c'est à la fois d'une manière très intime, très humaine, et à la fois très physique, très sensorielle, avec la montagne et avec les éléments qui se sont déchaînés. Vous parlez des éléments, enfin là j'anticipe un peu sur des thèmes que je voulais un petit peu vous poser ce soir, mais je crois que Virginie, vous avez aussi une passion pour la mer, que vous vivez, Oui. peut-être une partie de l'année en mer. Oui. Et je vous pose un peu la question tous les deux, mais quand vous parlez des éléments, finalement, quand je vous écoute, je vois aussi une tempête qui pourrait se produire en mer. Est-ce que il y a des correspondances possibles entre la mer et la montagne? Est-ce que vous faites certaines passerelles? Comment vous vivez un petit peu votre double passion pour ces deux milieux? Oui, il y a des passerelles, c'est une évidence. Et par ailleurs, je pratique le windsurf, la planche à voile, et c'est vrai que c'est un sport qui me fait peur la plupart du temps, mais que j'adore malgré tout, puisque quand la mer est formée et forte, et quand le vent est fort, eh bien, j'ai peur avant d'y aller, mais il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans cette fusion avec les éléments, avec la mer, puis ce sont aussi des sensations peut-être physiques et de sport que je retrouve en montagne. Donc oui, en tout cas, et pour parler des similitudes, je dirais que, encore une fois, l'homme est nu face aux éléments et qu'il ne peut pas tricher. Partout ailleurs, j'ai l'impression qu'on peut tricher dans nos rapports aux choses, aux êtres, alors qu'en mer et en montagne, eh bien, non, c'est vraiment impossible. Donc oui, il y a des similitudes, même si je pense qu'il y a un aspect danger qui me paraît plus fort en montagne qu'en mer. D'accord. Et vous, Gaëlle, alors je fais un petit peu la transition. Déjà, est-ce que vous connaissez un peu la mer? Et est-ce que ce que dit Virginie sur les rapports entre ces deux milieux, ces deux éléments, ça vous parle? Enfin, comment vous envisagez ce rapport mer-montagne? C'est marrant parce que je suis pas du tout marin, je ne pratique pas le surf. Mettez-moi sur un voilier et vous êtes sûr d'être obligé d'aller me repêcher au fond très vite. Mais il m'est arrivé de ressentir la même énorme émotion en me retrouvant au sommet d'une montagne et en me retrouvant par exemple au bout de la pointe du Raz par un temps un peu venteux, en voyant les éléments qui se déchaînent, ou alors au bout de l'île d'Ouessant. C'est-à-dire qu'on est confronté à une nature qui peut être violente, qui peut aussi être évidemment dangereuse, et que ça a quelque chose de fascinant. Je dirais même que parfois j'ai absolument aucun tempérament suicidaire, mais ça a quelque chose d'attirant. Et je pense que ça l'est parce que je partage encore une fois ce que vient de dire Virginie, mais je pense aussi qu'il y a quelque chose de l'ordre de peut-être qu'on en est un peu privé aujourd'hui, tout simplement. Je vais enfiler une perle, hein, je vous préviens, c'est un cliché, mais dans notre société contemporaine, peut-être qu'on est un petit peu éloigné de la nature, peut-être qu'on n'a plus ce contact-là qui existait auparavant, et que de retrouver ce contact nous provoque une émotion vive en montagne,
comme en mer. Ça me rappelle, dans Les Conquérants de l'inutile, il y a une phrase de Lionel Terray qui m'a beaucoup frappé, elle aussi. Il revient à ce moment-là de ce qu'il considère comme une ascension secondaire, en tout cas loin des exploits qu'on lui connaît. Il revient du Pérou, il a gravi 2 sommets avec 2 clients néerlandais dont je vous épargne le nom, pas parce que ma prononciation en néerlandais n'est pas excellente. Donc il a gravi le Nevado Pongo et le Wansan, et il dit qu'il revient pénétré du sentiment d'avoir vécu des jours d'une qualité encore inconnue. Je trouve que ça dit aussi ce qu'on trouve en montagne, et sans doute quand on prend la mer. Non, mais c'est une très belle expression. Alors, pendant qu'on discute là, il y a énormément de commentaires d'internautes, de questions pour tous les deux. Déjà, Gaël, on demande si vous comptez écrire sur la montagne. Parce qu'on a parlé des livres de Virginie. Voilà. Est-ce que, puisque vous êtes pratiquant, vous êtes lecteur, est-ce que écrire sur la montagne est quelque chose qui vous tenaille? Oui. D'accord. Bon, très bien, on espère vous lire prochainement. J'ai vraiment énormément de questions, de commentaires sous les yeux, de gens qui suggèrent des livres, qui vous demandent à tous les deux, alors on va un petit peu, parce que moi j'ai mes propres questions, mais il y a aussi celles qui m'arrivent, elles arrivent nombreuses. Peut-être un petit peu, on anticipe un peu, mais sur des conseils de lecture, vous pourriez donner des livres plus récents. Tout à l'heure, Virginie, ça m'a intéressé, parler un petit peu comme si j'ai bien compris, de certains livres comme ceux de Mario Rigoni-Stern, vous avez cité Paolo Cognetti. Je sais quand on avait discuté, parce que je précise pour nos éditeurs que je vous ai tous les deux interviewés pour ce dossier sur la montagne en littérature. Donc dans ce dossier, vous citez des livres qui vous tiennent à cœur. Est-ce que peut-être là, vous pouvez l'un et l'autre un petit peu me parler d'un livre peut-être récent, pas très connu, qui vous a touché peut-être assez récemment, dont vous aimeriez faire part à nos auditeurs? Virginie, est-ce qu'il y a oui, alors dans la lignée de Mario Rigoni-Stern, justement, ce week-end, j'ai lu Jour à Leontica de Fabio Andina. Et j'ai trouvé ça très, très beau. C'est publié aux éditions Zoé. Et vraiment, c'est dans la lignée de Mario Rigoni-Stern. Donc, c'est un vieil homme de 90 ans qui, tous les jours, fait la même chose, c'est-à-dire qu'il se lève à 5 heures du matin, il arpente, il traverse la forêt, arpente les sommets, va se baigner dans l'eau glaciale au sommet nu. Il reste jusqu'à ce que le soleil se lève et il se fait sécher par le soleil, redescend, mange des noisettes. Enfin, il ne se passe pas grand-chose dans ce livre, mais alors, il y a une ambiance vraiment particulière, assez exceptionnelle. Et l'histoire, c'est que l'écrivain, Fabio Andina, va suivre cet homme. Il va passer 7 jours avec lui et il va raconter son quotidien. Donc vraiment au plus près de ses gestes, de ses traditions, de ses rituels. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. On retrouve l'âme montagnarde qui peut se perdre aujourd'hui. Et je pense que c'est important de publier des livres comme ça, de faire perdurer un peu cette âme dans un monde qui s'uniformise de plus en plus. Et vraiment, on sent le feu qui crépite. Il ne se passe pas grand-chose vraiment on va dire de factuel, mais on ressent énormément de choses dans la pudeur, dans les ellipses. C'est très beau. D'accord. Bon. Et vous pouvez rappeler le titre oui, c'est Jour à Leontica de Fabio Andina aux éditions Zoé. Oui. D'accord. Gaël? Alors, je ne sais pas si vous voyez derrière, donc là, il y a des livres rouges. Donc ça, sont les livres des éditions Guérin, dans la édition dans laquelle Virginie a été publiée. Et juste à côté, il y a d'autres livres, les petits livres jaunes. Alors, j'en parle parce que les éditeurs sont des amis, mais pas uniquement j'en parle pas uniquement pour ça, parce que ce sont de bons livres. Donc, ce sont les livres de Françoise d'Amilano-Rouxel et de son mari François d'Amilano. Ils ont une ligne éditoriale un peu surprenante dans le milieu de la littérature alpine, de la littérature de montagne. Le dernier livre, je crois, qui est sorti dans cette collection s'appelle Salade russe au Mont Blanc, qui est un livre d'Hervé Baudot et de Cédric Sapin-Defour,
que je conseille à tout le monde parce que c'est poilant. Voilà, tout simplement. C'est haletant aussi. C'est un récit qualifié de policier, un policier de montagne. Et c'est extrêmement plaisant. Enfin, j'ai passé un très très bon moment. J'ai bien ri. Et à propos de Cédric Sapin-Defour, toujours dans la même collection, je conseille aussi, je crois que c'est lui qui a écrit Le Dico impertinent de la montagne également, mais il a aussi écrit un autre livre qui s'appelle Quignorge, qui était inspiré donc en miroir de la collection Que sais-je. Et pour vous donner une idée de l'esprit qui anime ce livre, il dit par exemple, quelle est la différence entre alpinisme et escalade? L'heure du réveil, les gants, les marques de bronzage et l'espérance de vie. Voilà, ça me semble assez symbolique de ce que vous trouverez dans ce livre. Voilà, ce sont des livres qui sont aussi érudits et amusants. On peut faire les deux, semble-t-il. C'est pas incompatible. Est-ce que c'est important pour vous, Gaël, parce qu'en fait, en vous écoutant, vous m'arrêtez tous les deux si je me trompe, mais je n'ai pas l'impression que dans ce qui est écrit sur la montagne et dans ce qui en est colporté, l'humour soit quand même forcément un trait si fréquent que ça. Est-ce que ça fait du bien de temps en temps qu'on puisse même se moquer de la montagne, faire preuve d'autodérision? Et effectivement, je crois que François Damilano y arrive assez bien. Est-ce que pour tous les deux, est-ce que l'humour peut se conjuguer avec la montagne? Virginie? Ah oui, bien sûr, un grand oui, un grand oui. D'ailleurs, je conseillerais un livre aussi très drôle qui a été publié aux éditions Nevicata. C'est un grand classique. Ça s'appelle Sim et Bandit de Alf Breen. Et vraiment, j'ai ri à toutes les pages. Ce sont deux montagnards alpinistes au début du XXe siècle. Alors, il y a un Norvégien et un Australien qui souhaitent partir en Himalaya, mais avant, ils vont se préparer. Et ils vont en Corse. Ils se disent, bon, la Corse, c'est reculé, c'est une région reculée, ce sera bien, ce sera un bon entraînement. Et en fait, ils vont de déboire en déboire. Et vraiment, c'est aussi poilant à chaque page. Super livre. Je le recommande vivement. On va se ruer chez notre libraire, parce que je ne connaissais pas celui-ci. Pour le coup, moi non plus. Hein. On va essayer, pour le coup, je parle un peu pour nos auditeurs, de mettre sur Internet tous les livres dont vous avez parlé ce soir et d'autres aussi, parce que je pense que, encore une fois, l'idée de la discussion qu'on a ensemble, c'est de donner envie de lire. Hein. C'est vraiment le but le plus simple et le plus évident de tout ce qu'on se dit entre nous ce soir. Je vois un petit peu dans les suggestions de lecteurs, il y a des gens aussi qui me parlent de Tintin au Tibet. Effectivement, il y a aussi la bande dessinée qui a effectivement abordé la montagne. J'ai énormément de commentaires, de suggestions. C'est très, très étonnant. Hein. On parle d'un livre de Thomas Venin, Les Hallucinés. Ah oui, et La Dent du Piment. Oui, Thomas Venin qui est publié chez Guérin et qui a publié la Dent du Piment. Ça a été son premier livre. Et après, Les Hallucinés. Et effectivement, il écrit avec beaucoup d'humour, une plume assez originale, que je recommande également. D'accord. Et si je peux me permettre d'ajouter encore une petite recommandation, on a parlé de récits, on a parlé de fiction, il existe aussi des livres d'entretien. Donc il y a notamment la collection Versant intime chez Artaud, qui est une grande qualité. Et puis il y a aussi les BD. Je vais rougir là. Et puis il y a aussi Versant intime, il y a Belinda Cannon, Étienne Klein, Philippe Claudel, Marie-Hélène Lafont, je crois que j'en oublie. Il y avait Michel Butor, on avait commencé. Michel Butor également. Donc voilà, ça c'est tout à l'heure, quand je parlais des réflexions sur la montagne, la pratique de l'alpinisme, la randonnée, le milieu, tous ces livres d'entretien, eux aussi permettent d'enrichir la réflexion. Et puis dans les livres, il y a aussi les BD. Et alors il y a une BD dont je crois que c'est Taniguchi, je crois, sur le sommet des dieux. Qui, à mon sens, en fait, j'ai eu un choc quand j'ai lu Le Sommet des Dieux parce que c'était la première fois que je réussissais à percevoir ce qu'on éprouve en montagne, c'est-à-dire, je parle des sensations de vent, de froid, de vertige, de manière aussi évidente en lisant la BD. Et il y en a une autre de quelqu'un que vous connaissez sans doute tous aussi, qui est Elle froide de Jean-Marc Rochette, pour évidemment le récit qui est passionnant, et aussi là encore la qualité du dessin qui est vraiment très
sensuelle. Et voilà, ça fait partie aussi des livres que je conseille. D'accord. Est-ce qu'il y a justement des livres graphiques ou des BD, Virginie, ou une BD, vous pouvez conseiller qu'on termine en images? Alors là, je sèche un petit peu. Ouais. Non, navré. Non, c'est vrai que je pense que j'ai lu Elle froide, Le Loup aussi de Ah ouais, Jean-Marc formidable. Rochette. Ouais. Ouais. Mais je connais un petit peu moins, j'avoue. D'accord. Mais effectivement, en vous écoutant tous les deux, on voit que la montagne se prête comme à beaucoup de sensations et qu'elle est aussi très graphique. Enfin, en écoutant ce que vous disiez tous les deux sur les éléments, enfin, moi, je vous écoutais, je voyais les choses qui se déchaînaient, les reliefs, les roches. On a l'impression que c'est comme un milieu qui est très riche, mais surtout qui se prête très, très bien à un traitement esthétique et un traitement presque charnel, enfin, quelque chose d'extrêmement incarné, quoi. Oui, tout à fait, d'autant que chaque montagne a une forme vraiment singulière, particulière. Donc, il y a des choses à dire d'une manière, on peut se relier à elle géographiquement, mais oui, charnellement, sensoriellement, chaque montagne est différente. Et c'est ça aussi qui est intéressant. C'est pour ça qu'on y retourne, pour découvrir à chaque fois d'autres mondes. Ce n'est jamais la même chose, jamais le même voyage. Et ça, c'est intéressant aussi à explorer littérairement. Quand je vous avais interviewé tous les deux, enfin, vous avez un petit peu finalement raconté votre parcours de lecteur. Et Virginie, si j'ai bien compris, on peut peut-être un peu terminer là-dessus parce que vous en parlez tout à l'heure. Vous semblez dire que vous reveniez plutôt vers la moyenne montagne aujourd'hui, que vous vous intéressez davantage à une montagne humaine. Vous m'aviez parlé finalement de Regenstein, de Giono aussi. Enfin, Giono, oui. est-ce que ce genre d'auteur, enfin tous les deux, vous parlent, donc ils s'intéresseraient plutôt aux alpages et à des altitudes, il y a des perspectives moins verticales que ne sont celles de l'alpinisme? Oui, disons que je m'intéresse vraiment tout autant à l'alpinisme et à l'exploit aussi, vraiment, comme je le disais au début. Alors, je ne sais pas si on peut parler d'exploit sportif, mais en tout cas, il se passe quelque chose à travers un geste, une voie qui n'a jamais été ouverte. C'est très technique. Pour moi, la technique, c'est très poétique. Et voilà, j'y vois de l'art. Donc ça, je m'y intéresse toujours tout autant. Mais c'est vrai que c'est ce que je disais juste un peu avant, la moyenne montagne et la vie qui peut s'y développer, comme Paolo Cognetti l'a très très bien écrit. Pour moi, c'est un des plus beaux livres de montagne. Mais je pense qu'on l'a beaucoup dit et que c'est un sentiment partagé par beaucoup. J'aime beaucoup. D'ailleurs, lui-même dit qu'on a tous une altitude privilégiée. Alors, il y a ceux qui aiment les hautes altitudes, d'autres, effectivement, les reliefs un peu plus plats ou vallonnés. Mais oui, c'est la montagne vraiment dans son ensemble et je pense qu'on retrouve quand même des sentiments qui se ressemblent dans la contemplation. Je pense elle se situe à la fois en moyenne montagne et aussi en haute montagne. D'accord. Alors vous, Gaël, quelle est votre altitude pour le col de prédilection? Ça dépend des périodes. Ouais. Là, je suis dans une période, je pense que vous l'avez compris, je cherche vraiment tout ce qui concerne les hautes altitudes, les questions qui tournent autour de ça, la joie, la beauté, mais aussi le rapport au risque, au danger, à la mort. Toutes ces questions existentielles qui se prêtent bien finalement, en tout cas qui s'associent bien à la littérature de montagne, parce qu'on trouve ça dans de nombreux livres. Je sais que je vous ai assommé de citations, mais j'en ai encore une justement bien, on est là pour ça, qui vient en lien avec ce dont on vient de parler. C'est des éditeurs qu'on n'a pas encore évoqué, c'est chez Glénat, c'est dans Risque et alpinisme, réflexion philosophique sur l'Homo alpinus de Alain Gersen. Et là, donc, il s'agit de parler de ce rapport qu'on peut entretenir de manière un peu comment dire, plus directe avec la mort lorsqu'on se trouve en montagne, puisque c'est une notion que malheureusement on ne peut pas exclure. Et il dit « Risquer volontairement sa vie peut être un moyen de conjurer, d'exorciser d'une manière plus ou moins avouée la peur de sa propre mort. Il s'agit de déjouer le processus inexorable et subi du vieillissement de la vie en conjurant cette absurdité par un geste qui peut soit réduire la vie à néant, soit la sublimer. » Je trouve que là-dessus, il y a
là, pour le coup, une réponse. Moi qui étais tout le temps en train de dire tout à l'heure que j'étais dans la quête, la recherche, que c'était que le questionnement, là, je trouve une forme de réponse dans ce qui peut nous pousser à aller nous frotter à ce milieu grâce à la littérature. Donc. Bah, c'est peut-être une bonne phrase de conclusion, c'est pas mal ça. Écoutez, en tout cas, vraiment, je vous remercie vraiment infiniment tous les deux pour vos échanges vraiment passionnants. Je rappelle donc on peut voir très régulièrement Gaël Legras sur Arte dans l'excellente émission 28 minutes et vraiment ses reportages passionnants. Virginie, je rappelle donc le titre de votre livre, Au milieu de l'été, il y en a un massif d'hiver chez Guérin. Voilà, c'est parfait. Gaël l'a montré, c'est génial. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner ou acheter le magazine La Montagne Alpinisme, que vous soyez licencié ou pas de la FFCAM. Et je vous donne rendez-vous au mois de mai, on n'a pas encore la date, pour une soirée avec Stéphanie Baudet et Claudine Singer sur toujours la montagne. Et bah, écoutez, un grand merci à toutes et à tous pour votre attention. Je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.